très longtemps. Et c'est une particularité de la Haute-Garonne. Voilà. Merci, Vincent. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Frédéric. Alors d'abord quelques mots pour vous remercier de m'avoir demandé de venir témoigner. Non pas que ça vienne flatter mon ego, mais parce que ça témoigne aussi du fait que certaines et certains ont tout à fait bien intégré que la grande communauté éducative dont vous allez pour beaucoup faire partie et dont vous faites déjà partie pour certains, comporte en son sein un maillon essentiel que sont les collectivités. Et c'est toujours pour nous, vous allez le voir, au regard de la façon dont on envisage la mise en œuvre de nos politiques, un plaisir que de venir partager finalement avec celles et ceux avec qui on forme cette communauté. Quelques mots pour me présenter. Donc, je suis Vincent Gilbert, je suis vice-président du conseil départemental en charge de l'éducation, de la vie associative et des valeurs de la République. Et pour que le spectre soit complet, pour que vous sachiez d'où je parle, je suis également conseiller municipal à Toulouse, élu d'opposition dans cette ville. Donc j'ai un regard politique à la fois sur ce que peuvent être les politiques locales dans la gestion des politiques locales et les politiques locales dans leur évaluation, leur contestation parfois, dans un rôle d'opposant, parce que mon propos, je vais avoir un propos qui est un propos très, très politique. Mais si néanmoins, à l'issue de ce propos aura été à vos yeux trop politique, n'ayez crainte, j'ai une parfaite maîtrise de l'ensemble des éléments techniques et donc on pourra aller sur des enjeux plus techniques. Et inversement, si j'ai été trop technique et que vous voulez un peu plus de politique, je m'y plierai également avec grand plaisir. Quelques mots donc, si je parle de politique, c'est pour faire un premier rappel. Les collectivités locales et les élus tiennent leur légitimité d'un scrutin. Et ce scrutin, il vient légitimer un programme, un socle de valeurs, un socle de convictions qui est choisi par les citoyens. Et donc nous, en Haute-Garonne, on s'appuie sur cette idée-là, qu'être élu en gestion d'une collectivité n'est pas qu'un simple acte administratif, c'est un acte politique. Et donc, on est en Haute-Garonne une majorité de gauche, républicaine, universaliste, humaniste, et c'est ce qui guide l'ensemble de nos politiques. Parce que la volonté qui est la nôtre, et je fais les choses à grands traits, on pourra aller un peu plus dans le détail si vous voulez, mais la volonté qui est de la nôtre, c'est d'essayer de faire que dans ce territoire qu'est la Haute-Garonne, les valeurs de la République soient une réalité dans le quotidien de chacune et de chacun. Et que cet idéal universaliste, il ne soit à terme pas seulement un idéal, mais bien une réalité. Et nos politiques, elles sont dans cet esprit-là et elles sont fondées sur cette volonté-là. Il y a bien évidemment toutes nos politiques qui sont nos politiques sociales pour aller vers cet idéal, puisque les conseils départementaux ont pour moitié de leur budget consacré à l'ensemble des politiques sociales, sur la gestion du RSA, l'insertion vers l'emploi, l'aide aux personnes en perte d'autonomie, qu'elles soient âgées, l'aide aux personnes handicapées. Bref, c'est une collectivité dont l'ADN est très tourné sur les enjeux sociaux. Mais néanmoins, on a une autre responsabilité, celle qui nous est fixée par le Code de l'éducation, celle de construire, d'entretenir et d'élaborer le secteur de recrutement des établissements scolaires que sont les collèges. Ça, c'est pour ce qui est le cadre obligatoire de ce qui nous est demandé. Mais au regard de ce que je vous disais en introduction, pour aller vers cet idéal qui est le nôtre, on voit bien que on ne peut pas faire s'arrêter nos politiques à la simple réalisation de nos obligations légales. Alors, dans nos obligations légales, il y a bien évidemment le fait de donner les moyens aux établissements que sont les collèges, de mettre en œuvre la pédagogie dans l'établissement. Nous ne demandons pas les moyens de la pédagogie, mais la capacité de le mettre en œuvre, c'est dans nos obligations. Donc, premier élément, nous dotons de façon conséquente les établissements sur ces moyens pédagogiques. C'est-à-dire que nos dotations dans les établissements scolaires, elles sont calculées en deux parts. Une part qui est liée à la viabilisation des établissements, donc tout ce qui concerne les moyens d'assurance, les fluides, l'entretien en plus des ressources humaines qu'on met à disposition des établissements. Et puis une autre partie de la dotation est ce qu'on appelle une dotation pédagogique. Et donc là, on donne aux établissements les moyens de mettre en œuvre la pédagogie et d'aller même au-delà, puisqu'on donne des moyens supplémentaires en fonction de critères qui sont
beaucoup plus agile que les critères qui sont mis à disposition des établissements par l'éducation nationale. Plus agile dans le sens où on va essayer d'individualiser au maximum les dotations données aux établissements en fonction de leurs difficultés et de leur profil. Il va y avoir une bonification de la dotation, par exemple, pour les établissements ruraux, dont on sait qu'ils n'ont pas le même accès facilité à la culture, aux équipements sportifs que les collèges urbains. On va avoir une partie de la dotation qui va être donnée en fonction du profil social de l'établissement. Et là, j'y reviendrai tout à l'heure, avec un dispositif qui est unique en France de bonus-malus pour essayer d'adapter au mieux les dotations. On va avoir des dotations qui vont être adaptées en fonction de la distance de l'établissement par rapport à la métropole. Bref, de très nombreux critères qui nous permettent d'individualiser ces dotations. Et donc déjà, ces dotations-là, elles permettent de faire vivre l'établissement et de faire vivre un certain nombre de projets dans l'établissement. Mais le choix qui a été le nôtre a été d'aller au-delà de ça. On a été au-delà de ça historiquement depuis 2015. Depuis 2015, vague d'attentats, un certain nombre de problématiques remontées par des établissements scolaires, certaines qui ont été sues, certaines problématiques qui ont été médiatisées, d'autres qui ne l'ont pas été, et cette question de la médiatisation ou pas, et de la bonne gestion de cette médiatisation elle peut se poser, mais néanmoins une réalité, une difficulté dans un certain nombre d'établissements. Une réponse qui, nous a paru insuffisante. Insuffisante au regard de deux retours. Celui d'un certain nombre d'enseignants qui se sentaient isolés dans cette nécessité d'aller essayer de participer à l'éveil à la citoyenneté des jeunes collégiens, et puis des retours aussi qui ont été les nôtres en tant qu'élus, puisque à l'issue après la vague des attentats de 2015, on a eu, je ne sais pas si vous avez en mémoire, tout un temps où dans l'ensemble des établissements, les élèves étaient rassemblés pour avoir des temps de dialogue sur ce qu'était la laïcité, et avec très souvent dans des établissements des formes de rassemblement organisées autour d'une lecture de la charte de la laïcité. Les élèves étaient rassemblés ensemble dans la cour, il fallait absolument observer qu'il y ait le silence dans l'établissement, et en fonction de ça on mesurait la bonne participation ou pas des élèves, puis chacun retournait finalement à sa vie normale sans qu'on en mesure les effets, et nous, de notre regard et de notre point de vue, les effets n'étaient pas à la hauteur et les moyens n'étaient pas à la hauteur des problématiques attendues. Donc dans une République qui était dans un temps où la République était particulièrement fragilisée, testée, attaquée, où les revendications religieuses étaient fortes, y compris dans un certain nombre d'établissements, on a décidé de mettre en œuvre un dispositif particulier et unique en France, qui est le parcours laïque et citoyen. Alors, il y a eu, dans ce même pas de temps-là, créé par, il me semble, Najat Vallaud-Belkacem, je fais une parenthèse d'ailleurs qu'on accueillera le 9 décembre au département, je fais un instant promo, je m'en excuse, qui avait mis en œuvre ce qu'elle avait appelé les parcours citoyens. Alors, certains me reprendront si je me trompe sur la ministre à l'origine, mais il me semble que c'était elle. Et donc, il y avait dans cette société qui était finalement un peu en ébullition sur cette question-là, des volontés d'agir, des structures associatives, des individus qui cherchaient à aller vers cette République parfois idéalisée. Et donc on a décidé de mettre en œuvre le parcours laïque et citoyen. Le parcours laïque et citoyen, c'est l'idée de changer de façon de proposer une offre pédagogique aux établissements. Là où on s'arrêtait simplement au fait de leur donner les moyens et de leur laisser la liberté, on a continué à leur donner les moyens et à leur laisser la liberté de se saisir de ce dont ils avaient envie de se saisir pour pouvoir organiser la vie dans l'établissement, et d'aller au-delà en faisant une proposition d'une offre pédagogique autour des valeurs de la sensibilisation aux valeurs de la République. Donc on a fait un appel à projet auprès de l'ensemble des acteurs associatifs du département. Je vais en dire quelques mots, de tous les acteurs associatifs du département. Un appel à projet pour un dispositif qu'on a doté de 900 000 € à l'échelle du département. Lorsque on avait été présenté ce dispositif à l'époque à la ministre Vallaud-Belkacem, elle avait été étonnée de l'engagement volontariste d'une collectivité
dont vous savez que les deniers sont comptés, surtout en ce qui concerne les dépenses liées au fonctionnement, et ça, ce sont des dépenses de fonctionnement. Et donc, on a doté ce dispositif de 900 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'on voulait que chaque élève puisse, chaque année, avoir la possibilité d'assister à une des actions proposées dans le cadre de ce parcours laïque et citoyen. Parce que on a parfois tendance à considérer que parce que cette bataille pour la République, elle se mène finalement avec des mots, au-delà des vies qu'on doit faire changer, mais elle se mène avec des mots, elle n'aurait pas de prix, elle n'aurait pas de coût. Et si l'humain, le dialogue, la pédagogie, elle a un coût. Et donc, on a doté ce dispositif de 900 000 euros. On a eu, lors du premier appel à projet, des réponses à un niveau qui était pour nous inattendu. C'est-à-dire qu'on a eu des réponses d'acteurs associatifs qui nous proposaient des projets dans leur ensemble pour un volume financier de plus de 3,5 millions d'euros. Donc on s'est dit que finalement on avait tapé juste dans le sens où il y avait véritablement des volontés d'agir dans ce domaine. Et quand je dis d'acteurs associatifs, c'est que naturellement, lorsqu'on parle d'éveil à la citoyenneté, on pense naturellement à l'engagement potentiel des acteurs de l'éducation populaire dont on sait que c'est leur cœur de métier historique. Mais finalement les réponses ont été bien au-delà de ça. Et les acteurs culturels, les acteurs du monde sportif, les acteurs de la vie associative de proximité, de quartier, de village, ont répondu à cet appel. Et donc il a fallu construire une méthode pour choisir. C'est un dispositif dont on partage le pilotage avec l'Éducation nationale. Premièrement, on ne fait pas intervenir n'importe qui sur n'importe quoi dans les établissements. Donc l'appel à projet est fondé sur une charte. Les acteurs s'engagent à aller réaliser un certain nombre d'objectifs. Et pour évaluer si les projets qui nous sont présentés sont en phase avec les attendus qui sont ceux à la fois du conseil départemental, mais qui sont partagés par l'Éducation nationale, même si elle n'est pas un financeur du dispositif, on a, à la suite de l'appel à projet qui a lieu chaque année entre les mois d'octobre et de décembre, on a des comités de sélection au sein desquels on a rassemblé à la fois des représentants de la DSDEN, mais aussi des représentants en propre des principaux d'établissements, des représentants des enseignants, des représentants des associations de parents d'élèves et une association Infosect. Alors pourquoi je fais cette parenthèse-là ? Parce que c'est une question qu'on se pose assez fréquemment. Comment se prémunir des associations à dérive sectaire qui veulent entrer dans les établissements ? On sait toutes et tous qu'il n'y a pas de panneau, c'est pas affiché dessus et il n'y a pas d'indication. Et on était au moment du dispositif dans une forme d'interrogation des pouvoirs publics, notamment préfectures et des services déconcentrés de l'État qui peuvent avoir connaissance d'un certain nombre de dérives sectaires de la part de structures, et on a toujours été sans réponse. Alors je le dis, c'était à l'époque, désormais on est dans un mode de dialogue qui est beaucoup plus efficace, et donc on avait fait le choix d'intégrer cette structure Infosect qui permettait d'avoir un premier regard, même si ce n'est qu'une structure associative avec ses limites. Et ces comités d'éligibilité, ils tiennent lieu et ils donnent agrément à pouvoir intervenir dans les établissements pour les associations qui auraient candidaté et qui n'ont pas d'agrément à intervenir dans les établissements parce qu'il y a ce partage de choix finalement avec l'éducation nationale. Donc ce dispositif, il permet d'agir sur des masses, puisque ce sont plus de 60 000 élèves qui sont touchés chaque année. Le dispositif, il est proposé dans les mêmes conditions au collège public du département et au collège privé du département. Les établissements privés s'en saisissent, mais pas autant qu'ils le pourraient ou pas autant qu'ils le devraient. Chacun mettra le terme qu'il veut. Mais néanmoins, certains s'en saisissent et c'est une très bonne chose. Voilà pour les quelques mots sur cette première politique éducative qui participe à une citoyenneté active dans les établissements, puisque c'est ce qui m'a été demandé de présenter ce jour. Deuxième politique, celle-ci elle est beaucoup plus récente, c'est le plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Si j'en parle, c'est parce que c'est essentiel pour qu'il y ait une réelle citoyenneté active dans les établissements scolaires. Parce que cette dynamique de harcèlement scolaire,
On le sait, elle a une prise de conscience sur ce sujet qui est très récente finalement, une définition qui est de ce qu'était le harcèlement qui est arrivée très tardivement, une prise en compte et en considération de cette problématique pour l'éducation nationale depuis Ferry, suivie et depuis sans cesse augmentée par les ministres qui se sont succédés, les politiques dans ce domaine depuis Ferry, avec l'idée qui était la nôtre de dire que on avait là une responsabilité dont s'était saisie l'éducation nationale. Ce plan, on l'a adopté en juin 2023, c'est-à-dire un peu plus d'un an après la mise en œuvre du dispositif phare dans les établissements. Donc on a réfléchi à comment aller plus loin, comment augmenter l'action des pouvoirs publics dans ce domaine. D'une part parce que finalement ce phénomène, c'est un phénomène qui se nourrit lui-même. Plus il y a banalisation, plus il y a harcèlement, plus il y a harcèlement, plus il y a banalisation. Et le fait d'avoir engagé le plan phare ne suffisait pas seul à casser ce cercle vicieux. Et la première chose, c'est que plus il y a de communication de la part des autorités, des adultes, des référents, de toutes celles et ceux qui sont considérés par les enfants, leur faisant savoir que ce qu'ils considèrent comme banal dans leur quotidien, parce qu'il faut bien avoir en tête que c'est banal dans le quotidien de nombreux jeunes, eh bien n'est pas une banalité, plus on contribue à briser ce cercle vicieux. Deuxième chose, c'était l'idée de dire que finalement les cellules phares, c'était une cellule qui était créée dans l'établissement et qui avait pour responsable celles et ceux qui sont dans l'établissement. Donc on a considéré que c'était le cœur de notre dispositif, c'est-à-dire qu'on n'allait pas venir dédoubler cette cellule phare, mais que c'était à ce stade trop peu par rapport à l'ampleur du problème. Trop peu en termes de communication, je l'ai dit, parce que la lutte contre le harcèlement scolaire s'accompagne d'une communication dans les établissements. Trop peu en termes de prévention, parce que un des volets de notre plan et un des axes de notre plan de lutte contre le harcèlement scolaire, c'est le volet d'offrir des actions de prévention aux établissements, donc à travers des structures, là encore, qu'on a choisi dans le cadre d'un appel à projet, pareil que sur le parcours laïque et citoyen, décision partagée avec l'ensemble de la communauté éducative. Et donc on offre aux établissements la possibilité de se saisir de temps de sensibilisation à ce qu'est le harcèlement. Deuxième chose, renforcer la présence humaine dans les établissements. Ça a été une discussion qui a été une discussion complexe pour nous avec l'éducation nationale. On s'est dit que pour essayer de briser cette barrière qui existe au fait de vouloir se livrer, se confier à l'adulte, se confier à celui qu'on voit tous les jours, on allait demander à une structure, donc en l'occurrence Unicité, à travers son potentiel que représentent les jeunes en service civique, de mettre à demeure des jeunes en service civique dans les établissements pour travailler autour de cette thématique du harcèlement. Et d'essayer d'avoir une relation qui est non plus simplement de l'enfant vers l'adulte, mais de l'enfant vers le très jeune adulte. Et donc d'essayer d'aller vers un dialogue de pair à pair pour pouvoir essayer de recueillir les paroles, parce qu'il faut que le silence cesse sur ces enjeux-là. Donc ça, c'est le premier axe sur la sensibilisation. La prévention, j'en ai parlé. Et puis le deuxième axe, ça a été celui de l'accompagnement des élèves et des familles dans ce qu'on appelle, nous, la perspective réparatrice. C'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille la question du soin avec les familles. Nous avons, nous, une responsabilité forte en termes de politique obligatoire, en termes de protection de l'enfance. Donc on a déjà un réseau de structures et de partenaires qui ont une forte connaissance de ces enjeux-là, une responsabilité au pilotage de la maison départementale des jeunes adolescents. Et donc on s'est saisi de cette maison départementale des adolescents, ainsi que de l'ensemble du réseau des psychologues et des travailleurs qui sont dans nos maisons des solidarités, pour essayer de proposer une offre de soins à celles et ceux qui sont victimes de harcèlement, tant les familles et les jeunes, mais tant les élèves harcelés que les élèves harceleurs aussi, parce qu'il faut travailler cet accompagnement-là des élèves harceleurs. Et puis enfin, une brochure qu'on a éditée. Alors ça peut paraître banal ce que je vais dire, mais on est la seule collectivité en France à avoir eu un engagement aussi fort sur cette question du harcèlement scolaire, et on est la seule collectivité en France à avoir édité un guide sur la question du harcèlement scolaire. On a édité un guide qui donne des outils d'information pour mesurer
pour les familles et pour les jeunes s'ils sont dans une situation qui relève du harcèlement. Mais on a aussi donné, à travers cette plaquette, qui est un document qui doit faire une vingtaine de pages, des premiers outils, des premiers conseils pour faire face à ces situations de harcèlement, que ce soit pour les jeunes ou pour leurs familles. Et enfin, une volonté, à travers ce guide, d'orienter vers les bons interlocuteurs, avec l'idée qu'en le distribuant à chaque élève, ce soit un support de dialogue sur ces enjeux-là avec les enseignants, mais également un support de dialogue entre le jeune et sa famille lorsque le jeune rentre dans sa famille avec ce guide. Et on le voit, ça provoque des dialogues, ça provoque des questionnements parce qu'il faut briser le silence et ça fonctionne plutôt bien. On a quasiment chaque semaine des collectivités qui nous appellent pour savoir si elles peuvent avoir copie de ce guide qui est plus qu'une simple plaquette. Donc pour celles et ceux qui veulent voir ce que ça donne, je vous invite à aller le consulter sur le site internet du conseil départemental. Et si je parlais de cette question-là, c'est parce qu'un élève qui est exclu de la communauté de l'établissement parce qu'il est en marge, parce qu'il est harcelé, eh bien, ce n'est pas un élève qui a une citoyenneté active dans son établissement. Troisième politique, et j'en termine par là, si cela convient à la maître du temps et à la maître et au maître, je ne peux pas évoquer, alors en même temps je cherche à voir la présentation que... Est-ce que là je l'ai? Oui, voilà. Je ne peux pas ne pas évoquer dans cette volonté, celle à laquelle je faisais référence au départ, le plan d'amélioration de la mixité sociale dans les collèges de la Haute-Garonne. Pourquoi ? Parce que face au constat d'une société qui se fragmente, arriver à faire qu'à l'école, qu'au temps du collège, qu'au temps où se construit, où s'élabore la citoyenneté des jeunes individus, on puisse avoir des générations qui grandissent ensemble plutôt que de grandir sans jamais se côtoyer, c'était pour nous un enjeu majeur. Et nous avons, à l'échelle du département de la Haute-Garonne, des problématiques qui sont connues partout en France en termes de déséquilibres sociaux des établissements dans les collèges haut-garonnais. Alors on connaît toutes et tous la carte scolaire, on connaît toutes et tous les débats sur l'enseignement public-privé, on connaît toutes et tous ce mot qui est devenu parfois un mot valise pour les politiques d'amélioration de la mixité dans les établissements, mais nous on a choisi d'essayer d'avoir un dispositif qui mette en œuvre des mesures concrètes, c'est-à-dire des mesures qui se confrontent au réel. Premier réel, la répartition des effectifs entre le public et le privé. Les départements, ils n'ont que peu de compétences dans ce domaine-là, si ce n'est d'essayer de rendre attractifs les collèges publics, mais en tout cas, ils n'ont aucun moyen de mettre fin, comme certains le voudraient, au fait de pouvoir scolariser son enfant dans un établissement privé. Donc, première chose, prendre en compte le fait que ça, on ne peut pas le changer et que ce n'est pas de notre responsabilité. Deuxième idée, le fait que les inégalités sociales entre les établissements sont beaucoup dues aux inégalités sociales qui existent dans les territoires. Et donc les départements n'ont pas la maîtrise de l'urbanisation des villes, de l'urbanisation des territoires, et donc il fallait prendre en compte la réalité des territoires. Troisième réalité qu'on a choisi de prendre en compte, l'idée qu'on pourrait avoir des sectorisations qui consisteraient à demander à des familles favorisées de pouvoir inviter leurs enfants à aller fréquenter des collèges dans lesquels la totalité des familles sont défavorisées, ça ne marche pas parce qu'il y a un public qui a une capacité à échapper aux sectorisations, c'est le public aisé qui, lui, a une capacité à financer l'inscription dans l'enseignement privé et l'autre l'a pas. Donc ça, je le dis parce que ça a souvent été des mesures qui ont été prises par des collectivités, mairies, départements, régions, mais dont on sait que derrière, ça n'a pas d'effet réel parce que de toute façon, il y a toujours pour celles-ci un moyen de les éviter. Donc en 2015, on a mis en œuvre un plan d'amélioration de la mixité sociale qui a consisté à détruire deux établissements que vous avez peut-être connus du Grand Mirail, le collège de Bellefontaine et le collège Badiou, qui avaient des taux de réussite au brevet qui étaient pour certains en dessous des 50%, qui avaient des IPS qui étaient pour certains en dessous de 70%, et qui étaient situés au cœur de quartiers
que nous, on a qualifiés de ghettoisés, dans lesquels toute initiative de jouer sur les secteurs de recrutement de la carte ne pouvait avoir aucun effet parce que de toute façon, c'était un grand ensemble qui était extrêmement précarisé. Et quel que soit l'ordre dans lequel on mettait les pièces du puzzle, ça ne fonctionnait pas. Donc on a choisi de détruire ces 2 établissements et de scolariser les élèves qui étaient issus de ce territoire dans 12 collèges publics au Garonnais, 12 collèges au profil social favorisé dans le département. Je vais faire une petite idée. Ça, c'était la carte. Donc, les collèges que vous avez... Je ne sais pas si on le voit. Oui, bon. Bon, voilà, vous avez une idée. Donc, le dire, le projeter comme ça, c'est facile, mais le construire, ça allait beaucoup moins. Parce que, d'une part, vous demandez à des familles de quitter leur quartier. Ouais. Et pour beaucoup de raisons, certaines qui sont objectivement bonnes et d'autres qui sont mauvaises, vous avez des familles qui ne veulent pas voir leur enfant quitter leur collège au pied de la tour. Alors, il y a des raisons qui sont tout à fait légitimes. Par exemple, le fait que ça oblige à demander aux enfants d'avoir des temps de trajet qui sont beaucoup plus importants. Des enfants qui connaissent déjà des difficultés dans leur famille, à qui on demande finalement un effort supplémentaire. Ça conduit à séparer des groupes humains qui s'étaient constitués, puisque tout à coup, la sectorisation est beaucoup plus éclatée. Donc vous avez des gens qui, humainement, perdent celle ou celui avec qui ils avaient l'habitude de partager leur scolarité. Et puis il y a des questions, des raisons qui sont beaucoup moins légitimes. Celles et ceux qui participent au trafic, qui aimaient bien voir leur futur potentiel de recrutement au cœur du quartier. D'accord ? Et ça, ça a été une réalité. Et puis, il a fallu convaincre aussi celles et ceux qui constituaient les communautés éducatives des établissements dans lesquels on allait scolariser ces enfants issus du Grand Mirail. Et donc, premier élément, il y a une forte volonté politique, mais la volonté politique, elle ne sert à rien si on n'avait pas été capable d'agréger une dynamique et donc d'avoir avec nous notamment un acteur essentiel dans ce domaine-là qui est l'éducation nationale. Donc on a partagé cette volonté avec l'éducation nationale et à l'époque ça a été une volonté partagée dans l'idée de se dire ensemble on va trouver les moyens d'accompagner ce plan d'amélioration de la mixité. Donc dans les collèges qui sont les collèges d'accueil notamment, il a fallu travailler. J'étais tout à l'heure sur les mesures d'accompagnement. Il a fallu travailler les mesures d'accompagnement dans les classes. Donc il y a eu un certain nombre d'engagements qui ont été pris à la fois par le département et à la fois par l'éducation nationale. Dans les mesures d'accompagnement qui ont été les nôtres, le transport scolaire direct et dédié du cœur du quartier vers le collège de scolarisation parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'envoyer ses enfants sur le réseau urbain étant donné que ça allait demander un temps de trajet qui était trop important et qui était déjà rallongé par la distance. L'idée pour nous de soutenir et de développer le lien entre les écoles et les collèges. L'idée pour nous d'avoir des acteurs de l'éducation populaire qui interviennent sur ce temps de trajet, à la fois pour pacifier le transport, mais également pour faire le lien entre l'établissement et les familles, puisque de fait, la famille et l'établissement se retrouvaient très éloignés l'un de l'autre. Et puis, on l'a marqué aussi, adapter les moyens et l'organisation de la direction de l'éducation, ça je le dis pour vous, ça paraît rien, mais pouvoir mettre en œuvre un plan comme celui-là, ça demande de le fonder sur la base de données statistiques qui doivent être récoltées, qui doivent être traitées, analysées, et d'avoir des équipes qui sont en capacité de projeter ce que peuvent donner les scénarios de sectorisation potentielle. Donc ça a été pour nous un travail important. Et la mise en œuvre d'un bonus-malus. Alors j'en parlais et j'en disais quelques mots tout à l'heure sur le fait qu'on ne pouvait jouer en rien sur la question de la scolarisation entre le public et le privé. On a pu jouer un tout petit peu sur un domaine qui est presque similaire, puisqu'on a mis en œuvre un bonus-malus dans les dotations. C'est-à-dire que les collèges de la Haute-Garonne, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, qui ont un IPS qui est inférieur à la moyenne départementale, ils ont un malus sur leur dotation. Et les collèges qui ont un IPS qui est supérieur, non, c'est l'inverse. Les collèges qui ont un IPS supérieur
ils ont un malus, et les collèges qui ont un IPS inférieur, ils ont un bonus dans leur dotation pédagogique. Je ne parle pas là des dotations de fonctionnement, je parle bien des dotations pédagogiques. Bon, je ne vous cacherai rien si je vous disais que celles et ceux qui ont les collèges qui ont un malus sont la totalité des collèges privés du département. Bon. Mais néanmoins, ce n'est pas un dispositif qui est en direction uniquement des collèges privés, c'est un dispositif qui s'applique à l'ensemble des établissements haut-garonnais. Et ça, pour pouvoir donner des moyens supplémentaires aux établissements dont le profil social est le plus dégradé. Et puis, il y a eu évidemment les mesures d'accompagnement portées par l'académie, avec en particulier la limitation à 25 par classe dans toutes les classes de 6e des collèges qui accueillaient les élèves issus du quartier du Grand Mirail. Ça n'a pas été quelque chose de facile parce que pour eux, ça a été l'idée de trouver des moyens supplémentaires. Ça s'est essentiellement fait à travers une réorganisation et une réaffectation des moyens à l'échelle de l'académie, mais en tout cas, les moyens ont été mis pour accompagner ce plan. Et puis, ce n'est pas une mesure facile parce que ça crée des situations qui sont des situations complexes, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, dans un collège comme celui de Fermat, des élèves qui sont limités à 25 élèves par classe en 6e, mais vous avez des collèges haut-garonnais au profil social plus dégradé que celui de Fermat, qui, eux, n'ont pas une limite de 25 élèves par classe en 6e. Mais c'était l'idée de travailler aussi à l'intégration de ces élèves dans ces collèges d'accueil. Ils ont mis également en place des maîtres mixité sociale qui sont chargés du lien entre la scolarisation sur le temps de l'école et la scolarisation sur le temps du collège. Et il y avait eu un engagement de gel d'ouverture des classes dans les collèges privés. À la dernière CACEP, ce n'est pas ce que j'ai vérifié, mais néanmoins, je ne vais pas prendre ce point-là parce que je dois le dire, sur la mise en œuvre de ce plan mixité, c'est vraiment un très haut niveau de collaboration entre deux institutions que sont l'éducation nationale et nous-mêmes, où chacune et chacun a vraiment une attention particulière. Parce que la dernière chose qui n'est pas à noter dans le diaporama, c'est qu'eux ont eu aussi un rôle majeur dans le sens où nous définissons en tant que conseil départemental les secteurs de recrutement des établissements, mais celles et ceux qui affectent les élèves, c'est l'éducation nationale. Et donc, ils ont joué, je le dis, un rôle très important dans le sens où, ayant partagé nos deux institutions, les volontés et le chemin, ils ont fait respecter les décisions qui étaient les nôtres, avec des contestations qui ont été des contestations très fortes et qui ont pesé sur leurs épaules, puisque c'était eux qui, au moment de l'inscription des enfants, sont ou étaient en première ligne. Ce projet, il a fonctionné. On voit que, notamment en termes de résultats, les cohortes qui ont été intégrées dans le cadre du plan mixité, on commence à arriver aujourd'hui à la première cohorte qui a eu le bac, c'est-à-dire qui a commencé dans le plan mixité puis qui a eu le bac aujourd'hui. Le taux de réussite au brevet, par exemple, des élèves issus de ces quartiers, il est de 75%, là où il était à 48% dans les collèges avant qu'on les détruise. Et puis il y a une dimension humaine, mais ce serait beaucoup trop long, qu'on a aussi évalué et qui fonctionne. Et cette volonté, ce plan mixité, il a fait l'objet d'une convention qui a été signée entre le rectorat et le conseil départemental. Et c'est une convention qui est unique en France et qui, de ce que l'on sait, restera unique en France, puisque d'autres territoires ont choisi ou ont eu la volonté de se saisir d'initiatives comme celle-là. Je pense notamment à la Loire-Atlantique il y a peu, et ils ont eu des fins de non-recevoir d'avoir potentiellement des moyens équivalents mis par le rectorat pour réaliser un plan de ce type-là. Et cette idée que finalement l'équilibre social d'un établissement n'était pas un critère qui était chez nous négociable, à la suite de ce grand plan, il a été intégré dans toutes les nouvelles créations de secteurs de recrutement. Donc, c'est-à-dire que dans tous les collèges qu'on a créés depuis 2015, c'est-à-dire depuis qu'on a mis en œuvre le plan d'amélioration de la mixité, on a systématiquement pris nos décisions et mené la concertation en partant du postulat que l'objectif non négociable, c'était d'arriver à un équilibre social qui soit celui du territoire. Alors, on n'a pas été trop ambitieux. On a dit, pour les collèges qui sont à Toulouse, ce sera un équilibre social à l'image du territoire toulousain,
qui est différent. La moyenne des IPS à Toulouse est différente de la moyenne des IPS dans le territoire. Mais néanmoins, on a dit c'est un critère qui est non négociable. Et ça nous a conduit à faire des sectorisations qui ont été parfois complexes à assumer, très 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 complexes à assumer, y compris pour moi en termes de dialogue, notamment dans le collège de Guillermy, qui est le collège qui est dont le secteur de recrutement est en bleu derrière. Le collège de Guillermy, c'est un des 2 collèges qu'on a bâtis, pas en remplacement des 2 qu'on a détruits, mais pour pouvoir faire face au volume des collégiens à scolariser. Et on les a reconstruits aux franges de la ville, donc Saint-Simon et Guillermy. Et Guillermy, on a fait le choix de scolariser dans cet établissement une partie des élèves issus du quartier du Mirail, donc qui fréquentaient auparavant, dans le cadre du plan mixité, des collèges plus favorisés, mais aussi des élèves issus de la commune de Tournefeuille et issus de la commune de Cugnot. Et je peux vous dire qu'en termes de dialogue, c'est très complexe à mener parce qu'il y a finalement cette crainte que la mixité contribuerait à dégrader la capacité à réussir de celles et ceux qui ont le plus de chances de réussir ou en tout cas ont le meilleur bagage social, culturel et scolaire pour réussir. Alors que toutes les études sont unanimes sur le fait de dire que ça ne vient en rien gréver la capacité à réussir des élèves qui ont déjà le plus de chances de réussir, mais que par contre, lorsque c'est travaillé, accompagné, avec des mesures spécifiques, eh bien, ça vient augmenter la capacité à réussir de celles et ceux qui avaient le moins de chances. Et donc, il faut convaincre les parents parce qu'il faut que ce soit des décisions aussi qui soient acceptées. Alors, je le dis, dans le cadre des sectorisations, moi, je m'attache à ce qu'on lève toutes les craintes, à ce qu'on lève tous les freins. Il y en a un qu'on n'arrive parfois pas à lever, c'est le racisme primaire qui finit parfois par s'exprimer quand on a levé toutes les craintes, celle du temps de transport, celle de la capacité à réussir, etc. etc. Et celui-là, je vous le dis, nous, en termes politiques, on l'assume et on passe outre. Et ce n'est pas une donnée qui rentre en jeu dans notre équation lorsqu'il s'agit de faire des sectorisations. Voilà. Je voulais parler de ce sujet-là parce que dans un temps où finalement la fragmentation de notre société est un enjeu qui revient souvent dans le débat public, il me semblait important de montrer que avec des convictions et avec une volonté, et surtout avec une volonté de résultat, et pas seulement une volonté de moyens, eh bien, on arrive à une échelle qui sont des échelles qui sont quand même assez importantes. Le plan mixité, il concerne pour les élèves du Grand Mirail un peu plus de 1700 élèves. Donc c'est quand même sur les 60 000 élèves au Garonnais, un chiffre qui commence à être conséquent. On arrive à changer des destins et on a des gens, une fois passées les appréhensions, notamment de celles et ceux qui étaient dans le quartier, des mamans qui viennent nous voir en nous disant « Vous avez changé la vie de mon enfant parce que vous lui avez donné une capacité à réussir qu'il n'aurait jamais eue ». Il y a des exemples nombreux et concrets qui nous reviennent fréquemment. C'est un simple témoignage au-delà de ce que nous, on mesure de façon très statistique. Pourtant, et j'en terminerai par là, le dispositif d'amélioration de la mixité, il n'a pas fondamentalement changé les équilibres en termes les équilibres sociaux entre les établissements. Et même, assez étonnant, entre 2015 et aujourd'hui, alors qu'on était sur un dispositif à grande échelle, alors qu'on l'a décliné dans l'ensemble des sectorisations qu'on a faites depuis, je vous ai cité l'exemple de Guillermy, mais il y en a des dizaines d'autres comme celle-là, le profil social de la majorité des collèges publics du département, il s'est dégradé, et le profil social de la majorité des collèges privés, eh bien, il a encore augmenté, ce qui veut donc dire qu'ils ont été encore plus sélectifs dans la façon de sélectionner les élèves, parce que c'est complètement décorrélé des ouvertures de division dans le privé. Voilà pour les quelques mots que je voulais vous donner, et maintenant je réponds à des questions sur là.